Putain, c'est froid. Bon alors, je t'ai dit c'est la fin de l'année. Donc c'est la fin de l'année, donc y a rien qui change en fait. On se soit bien d'accord, y a rien qui change. Je vais continuer de tourner, je sais pas pourquoi je me dis c'est la fin de l'année. Du coup, oulala. Non, ça n'existe pas chez moi. Je te parle de 5 jeux, j'ai pas fait d'intro, et j'en ai rien à secouer. Aujourd'hui, je vais commencer par te parler d'un truc bien. J'ai littéralement posé mes jeux par terre. Ça fait du bruit. Ça fait des bruits en dedans, là-dedans, labyrinthe magique. C'est vieux. Je sais pas quelle année, mais je m'en fous. Je cherche. Je me dis peut-être, tu sais, 2020. Peut-être bien, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit. Chez Gigamic, c'est Dirk Baumann qui a sorti ça, Labyrinthe Magique. Alors moi je l'ai découvert sur le tard, enfin j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu un petit peu quelques trucs me disant ça a l'air chouette pour jouer avec ses gosses, etc. J'ai franchi le pas il y a pas longtemps. Le Labyrinthe Magique, c'est un jeu qui est très simple. C'est un jeu dans lequel on va devoir donc aller chercher des objets dans un labyrinthe. Hé, le twist, tu me regardes? Hop. Je vais te montrer. Le labyrinthe, c'est ça. Je suis dégueulasse ou c'est comment? Labyrinthe, c'est ça. Ça, c'est le labyrinthe. Alors, tu te dis, c'est facile, il n'y a pas de mur. Et oui, mais regarde. En dessous, il y a des murs. Hop, hop. Et comment que ça fonctionne? Par l'utilisation... de ces plug anal que tu places sur le plateau, comme ça. Tu vois? Et là, tu vas pouvoir déplacer la bille. Incroyable, tu te dis. Bah ouais, sauf que au-dessous, t'as les murs. Et oui. Et tu utilises la boîte pour faire tout ça. Donc en dessous, t'as les murs. Tu vas placer ton truc au-dessus, là, comme ça, si ça veut pas rentrer un jour. Arrête de me faire chier. Voilà. Et en gros, quand tu vas devoir aller chercher un jeton, et bah si tu tapes un mur, et voilà, c'est tombé. Simple comme bonjour, t'as vu? Tu vas te dire, oui, c'est simple, ça va. Oui, mais ça fait travailler des choses chez les mioches. En tout cas, chez moi aussi, parce que je gagne jamais à ce putain de jeu. L'idée, c'est que, donc du coup, tu vas devoir aller piocher des jetons qui vont aller sur ces fameuses cases. Il y a des illustrations, elles vont aller sur ces fameuses cases. Et toi, tu vas lancer un dé, tu fais de 1 à 4 pour pouvoir te déplacer pendant ton tour, et l'idée c'est d'aller chercher ce fameux jeton pour le mettre dans ta petite poche, et tu refais ça 5 fois. Voilà, si t'as 5 jetons, t'as gagné. C'est comme ça que ça se passe. C'est génial. Labyrinthe magique. Alors, peut-être que je te l'ai pas vendu comme si c'était génial. Tu t'es dit, oh, ça a l'air cool, mais pas tout. Je te dis, c'est génial. Pourquoi? Parce que, déjà, c'est immédiat. Tu sors le jeu, c'est facile à mettre en place. C'est tout de suite, ça se passe tout de suite. Tu fais tes petits murs, tac, 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 tu poses, tu retournes un petit peu le tout pour que personne regarde, paf, 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 et c'est parti, les enfants, ils s'éclatent. Tu lances le dé, tu te déplaces, ça génère de la frustration, évidemment, mais c'est bien, il faut apprendre la frustration, il faut apprendre la privation de liberté, non, il faut apprendre la frustration, parce que, oui, quand tu lances un 4 et que tu te manges un mur dès le début, bah ça te casse les couilles, mais c'est comme ça que ça se passe, et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça, on apprend, c'est chiant, malin, et on s'amuse. Vraiment, le jeu est très simple, mais justement, et en tant que parent, et en tant qu'adulte même, parce que je crois que j'arrête de dire en tant que parent, parce qu'il n'y a pas que les parents qui jouent avec des enfants, très clairement, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très facile, c'est vraiment très amusant, et il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un concept qui est génial pour jouer avec des plus jeunes, et qui fonctionne aussi très bien entre adultes, attention, hein, parce que c'est vraiment pas facile de se rappeler de par où on est passé et à quel mur on a pris, très clairement. Voilà pour le Labyrinthe Magique, totalement adoré, sur la chaîne Jean Carton. C'est un jeu pour enfants qui va rester dans ma ludothèque pour moultes années, je pense. Oui, j'en suis certain, mais voilà. Alors, un qui restera pas moultes années. Ouais, je spoil aujourd'hui avant de commencer, mais en même temps, t'aimes bien ça? Je sais rien du tout. Tu aimes ce que je te dis? Survive the Island. Alors, on retire cet accent pakistanais. Survive the Island. Ça, paraît-il, je sais, c'est une réédition du jeu qui s'appelle The Island. Voilà. J'ai pas joué au premier jeu. Et ça va avoir une importance dans ce que je vais te dire. Alors, suis-moi bien. Si t'es parti, je te frappe. C'est comme ça, on devient violent pour la nouvelle année. Survive the Island illustré à la main. On pourrait mettre un petit patch, règle écrite avec le cul. Ça passerait aussi. Alors, déjà, tu vois, je t'ai dit, ça m'énerve.
Survive the Island. Donc je connaissais pas le premier, donc je te fais le pitch de celui-ci. C'est très simple. Tu construis une map aléatoire au départ. Il y a des tuiles plages, il y a des tuiles forêt, il y a des tuiles montagne. Dessus, toi tu vas avoir des aventuriers. Donc tu vas avoir des aventuriers d'une certaine couleur, c'est petits meeples. Mais au-dessous, il y a un petit chiffre qui est gravé. Lors de la mise en place, chacun à leur tour, les joueurs vont placer ces aventuriers sur la map qui est présente. Si jamais tu joues qu'à 2, en fait tu prends 2 couleurs d'aventuriers. C'est pas grave du tout. C'est pas genre tu joues des schizophrènes, non c'est pas ça. C'est vraiment juste un peu plus d'aventuriers. Voilà, rien de grave. Et tu vas mettre des petits radeaux. Avec ça, il y aura des monstres des mers qui seront déjà présents et d'autres qui arriveront par la suite. Comment ça se passe? Pendant ton tour, tu fais 3 mouvements, 3 déplacements. Tu peux déplacer un meeple d'une case de terre vers une autre case de terre, d'une case de terre vers un radeau, d'une case de terre vers une case de mer, d'une case de mer vers une case de terre, bref, t'as pigé. L'idée, c'est que si t'es dans l'eau, c'est plus difficile de se déplacer, donc forcément, bah voilà, tu fais attention. Et donc, le sacro-saint but de ce Survive the Island, bah je sais pas, parce que c'est pas marqué dans la règle. Le but du jeu, c'est-à-dire que le move qui est censé te faire gagner n'est pas noté dans les règles du jeu. Je te la refais ou pas? Le but du jeu n'est pas noté dans les règles du jeu, t'as pigé ou pas? T'as pigé. Les excuses s'imposent, désolé. Mais, Survive the Island, donc, ce but du jeu, c'est... Je vais te le dire, parce que je le sais, parce que évidemment, vous avez été gentils comme nous, vous m'avez tous envoyé la règle du premier. Bah ouais, pense à mamie Gertrude. Elle arrive à dire « Oh, bah pour mon petit-fils, ça serait pas mal, regarde, monsieur il court, on aime bien, c'est bien de faire du sport. » Hop, on achète ça pour son petit Bambi, là, Titouan, maintenant, là. Ouais, alors les Titouans, maintenant, ils ont 30 ans, ok, mais bon, Titouan, j'ai envie de dire Titouan. Oh, tiens, mon Titouan, hop. Et Titouan, bah, il sait pas ce qu'il doit faire. Et puis mamie Gertrude, va lire un livre de règles. Autant elle a été capable de lire du Baudelaire, autant lire un livre de règles en 2024, elle est où mamie? Hop, 6 pieds sous terre. Survive the Island, donc le but, ça va être de sauver les survivants. Mais ouais, mais comment tu fais? Eh ben tu montes sur des petits radeaux et tu vas sur les 4 coins de la map. Jamais dit dans les règles. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas sur les 4 coins de la map. Le truc, c'est que sur ces 4 coins de la map, tu as donc un bout de terre, c'est là où tu vas t'échapper, mais à côté de ça, tu as des pontons. Sauf que c'est pas marqué. C'est pas marqué. Il y a des pontons. Sur les pontons, est-ce que je dois me déplacer sur le ponton ou est-ce que je peux juste débarquer sur n'importe quelle case de plage? Bah j'en sais rien. Et donc comment ça se passe? Après ça, tu fais ton déplacement, nanana, tu les sauves, quand tu les sauves, donc en gros la valeur des meeples qui est gravée sous les meeples, c'est le nombre de points que tu vas obtenir à la fin de la partie. C'est simple, ça pour le coup c'est simple. Après ça, tu vas révéler, tu vas prendre une tuile, en gros, parce que l'idée c'est que l'île va être submergée, donc tu vas prendre une tuile, d'abord les tuiles les plus fines, qui sont les tuiles de plage, puis ensuite quand il n'y a plus de tuiles de plage, les tuiles de forêt, puis les tuiles des montagnes. L'idée c'est que quand tu vas ramasser une tuile, tu auras soit une tuile verte, soit une tuile rouge. C'est face cachée, tu le sais pas. Tuile rouge, effet immédiat, tuile verte, des effets que tu pourras utiliser plus tard, du type avancer un peu plus ton radeau, du type récupérer des personnages qui sont tombés dans l'eau, que tu vas remettre sur la terre, etc. Et les tuiles rouges, parmi les tuiles rouges, tu vas générer de nouveaux monstres. Donc tu as des requins, tu as des kaiju, et tu as des dragons des mers. Parce que la phase d'après dans ton tour, c'est de lancer un dé, ça va tomber sur l'un des monstres, et tu vas déplacer un ou plusieurs monstres. Bah je sais pas, c'est pas marqué dans la règle, j'en sais rien. Tu lances, on te dit, tu actives la créature du dé. J'en ai 4 sur le plateau. J'en ai 4. Je fais quoi? J'active les 4. J'en active qu'une. J'en sais rien. Donc les petits copains, ils ont envoyé le PDF, des règles, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Vraiment, je vous remercie. Hein. Il y a marqué t'en actives qu'une seule. Mais j'en sais que dalle, c'est pas marqué dans la règle. Il y a 6 pages de putain de règles. Il y a 6 pages de règles. Et ils ont pas été fichus de venir nous expliquer ça. Alors je pense qu'on s'est juste bien reposé sur The Island premier du nom. C'est bon, les gars, ils vont connaître. Ouais, mais on pense pas à mamie Gertrude. Donc clairement, c'est recalé, parce qu'il faut pas se foutre de ma gueule. J'enchaîne sur un truc... On redescend, on n'est pas énervé. On est en paix avec la planète, le monde, en phase avec la nature. Et c'est vrai en plus. Ça, Black Forest. Alors... là, tu vois pas, mais c'est marqué là, Black Forest. Alors, premièrement, je trouve que la jaquette est couillue. Alors, on appelle plus ça une jaquette, c'est la couverture, enfin, c'est la boîte. Et je trouve ça très beau. Alors, ça va diviser, je pense, mais je pense qu'on s'en fout complet. Mais je me dis, tu vois, t'as ça en boutique, alors tous ceux qui ont une boutique, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que, bon, voilà. T'as ça en boutique, je me dis, c'est pas vendeur. Parce que, quand tu vois le manant passer,
C'est vraiment une interprétation de ma part. Mais quand tu vois le manant passer, autrement dit, c'est pas péjoratif, hein, mais je veux dire, la personne qui est pas du tout dans le game, qui voit ça, qui se dit, hein, qu'est-ce que c'est? Des arbres? C'est de ma gueule le vendeur ou c'est comment? Quoi qu'il en soit, moi je trouve ça très très beau. Mais déjà, ça t'annonce la couleur. Ça te dit, ok, ça, c'est pas pour le manant. Nana. Donc c'est un jeu de Uwe Rosenberg. C'est un jeu de... Alors je sais pas comment on dit, Uwe Rosenberg, je crois que c'est ça. Et donc c'est une réédition d'un jeu qui s'appelle La Route du Ver. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est dans la Black Forest, la forêt noire. Et dans la forêt noire, donc c'était une forêt qui était réputée, on s'est marqué dans les règles dans les années 1200, en 1218, je dirais. Oh, on a bon, on a pas bon, on sait pas. Et l'idée c'est que, bah, en gros, on allait... Et donc, dans cette forêt noire, pourquoi est-ce qu'elle était célèbre pour le verre? Eh bien simplement parce qu'il y avait des colonies qui s'étaient installées là-bas, on utilisait le bois pour créer du charbon, mais surtout pour fabriquer ce qu'on appelle les potasses. Ça, je l'ai appris dans le livret de règles, donc déjà, bon point. Les potasses, c'est, en gros, c'était ce qui servait à baisser la température de fusion du sable pour donner un aspect brillant. Pour donner un aspect brillant au verre. Le truc, c'est que dans cette forêt noire, bah, du coup, des gens se sont installés, il y avait des animaux, etc., il y avait des cultures, tout ça. Et en gros, tu vas jouer autour de la vie, finalement, de ces colonies, du développement de ces colonies. Donc ça, je trouve que c'est un contexte qui est très intéressant. Ça va pas t'aider dans le jeu, très clairement, mais au moins, tu vas saisir pourquoi un petit peu tu fais ça. Donc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, dans lequel tu vas donc diriger ton domaine, voilà, grosso merdo, de fabrication de verre, mais pas que. Et, premièrement, premier point, c'est un jeu qui a des règles très accessibles. Vraiment, les règles sont pures. Fallait que je le case, je l'ai casé. Les règles sont vraiment très claires, très claires. Et l'idée, donc, c'est qu'à chaque tour, tu vas avoir, donc, t'as ton petit ouvrier. Quand tu vas commencer la partie, tu vas le mettre n'importe où, mais une fois qu'il sera placé à un endroit, tu vas pouvoir le déplacer, soit sur un... Donc, au départ, il va être sur un village, soit le déplacer vers un autre village, moyennant une ressource qui sont les provisions, soit tu vas aller sur un autre emplacement de ton propre village, et là ça ne coûtera rien, ou alors tu pourras aller sur des emplacements dédiés à des objectifs de partie. C'est comme ça. C'est vraiment le premier move que tu vas faire. Enfin, il y en a un autre en fait, mais j'y reviendrai après. Tu fais ça. Une fois que tu as fait ça, si tu es entre deux ouvriers, parce que tu verras que les ouvriers ici, c'est pas les tiens, c'est les ouvriers, les personnes qui vivent dans le village, quand tu vas poser ton meeple en fait à un endroit, tu seras forcément entre deux ouvriers. Et tu vas pouvoir activer les deux, un ou l'autre, ou les deux. Et c'est comme ça qu'on va jouer finalement autour de ce jeu. C'est qu'on va avoir des ouvriers qui vont être là pour te rapporter des ressources. On a des ouvriers qui vont te permettre de construire des bâtiments. Et tu as des ouvriers qui vont te permettre de convertir tes ressources en d'autres ressources. Et c'est finalement ça le centre du jeu. C'est cette conversion de ressources que tu vas pouvoir trouver chez les différents ouvriers donc du plateau, mais aussi au travers des bâtiments que tu vas construire dans ton domaine. Parce que tu as un domaine, et donc au départ, ton domaine, il a des forêts, il a des champs, il a des étangs, mais ça peut être utile, mais il y a un moment où tu vas avoir besoin de place. Donc ces forêts, tu vas les raser pour en faire du bois, tu vas libérer des espaces qui te permettront de construire des nouveaux bâtiments. Et des bâtiments, il y en a énormément. Je sais plus combien il y en a à dispo. Je vais te dire ça. 3, 4, 5, 6, 3 x 6, 18, 34. Et en sachant qu'il y a des phases A, phase B, et tu vas en mettre 10 sur le côté phase B, ce qui permet de plus de rejouabilité, voilà, quand tu vas enchaîner les parties. Mais donc, tous ces bâtiments sont différents, et ils vont tous servir finalement une cause, entre guillemets, c'est la production d'un certain type de ressources. Mais pas que, il y a aussi l'obtention de points de victoire, mais bref. Donc tu vas tenter de construire finalement un moteur efficient sur telle ou telle ressource pour pouvoir développer ton activité. L'idée c'est que si par exemple tu es un gros producteur de bétail, tu as la possibilité de récupérer pas mal de bétail, et bien tu vas peut-être jouer sur l'arc de la viande. Tu vas tenter d'aller voir le villageois pour qu'il clac les bêtes, tu récupères de la viande, cette viande tu vas la consommer pour générer d'autres choses, hein, donc tous tes bâtiments sont très thématiques, donc tu vas générer du bois, tu vas générer de l'eau, tu vas générer j'en sais rien, et tout ça tu vas pouvoir l'utiliser pour la fabrication du verre. Et ouais, parce que c'est quand même là le centre. Et ça, ici tu vas avoir un système.
Et donc là est le système, finalement, l'un des plus originaux qui m'a été donné de voir en termes de consommation et de ressources. En gros, tu vas avoir 2 roues, et ces 2 roues, elles ont 2 buts différents. Il y en a celle de gauche, elle va être là pour produire du verre, et donc gérer les ressources primaires qui sont utilisées à la ressource transformée de production du verre. L'autre roue est pour les provisions. Donc là, c'est vraiment les provisions que tu vas consommer qui te permettront de te déplacer sur le plateau. L'idée qui est très particulière, c'est que ces ressources vont s'auto-consommer. C'est-à-dire que donc sur ces roues, tu vas avoir finalement en face des cadrans, en face de ces cadrans, tu vas poser tes jetons de ressources, ça va te déterminer combien de ressources tu possèdes. Si tu es en face d'un 3, bah t'en as 3, t'as compris. Le truc, c'est que si jamais, suis-moi bien, t'as 2 aiguilles, si jamais ta ressource primaire utilisée, si t'as pas de ressources primaires à 0, c'est-à-dire que toutes tes ressources, elles ont au moins une valeur de 1, et que tu n'as pas le verre au maximum de 3, tu vas tourner l'aiguille, hop, paf, et tu vas générer du verre, parce que ton verre qui est par exemple à 0, tac, il se retrouve à 1. Par contre, tes ressources, elles descendent toutes de 1. Difficile à expliquer, hein, mais bon. L'idée, c'est que ça ajoute une complexité qui est forte. Moi, personnellement, en termes de gestion de ressources, je me considère pas très bon. On va pas se mentir. En termes d'anticipation, en tout cas, de la gestion des ressources. Il y a toujours un moment où je me retrouve face à l'action de trop. Tu vas devenir, putain, mais j'avais pas anticipé ça, et bref. Ici, tu rajoutes une complexité supplémentaire, parce que au moment finalement où tu vas choper des ressources, si par exemple tu as une ressource qui est à 0, par exemple dans le bois, je sais pas, c'est le bois que tu as à 0 et tous les autres tu as 1, 2, on s'en fout, tu as au moins une quantité, tu vas gagner du bois, très bien, tu gagnes 3 de bois, 1, 2, 3, immédiatement ça se consomme pour produire du verre, et donc tu redescends à 2. Et ça, oula, ça il va te falloir quelques parties avant de l'intégrer, parce que déjà Déjà, il faut anticiper ta consommation de ressources dans un jeu, entre guillemets, qui utilise les ressources de manière traditionnelle. Mais alors ici, tu vas l'auto-consommer. Donc ce qui fait que du coup, quand tu vas générer de la ressource, parfois tu vas te dire, bah, je vais la générer dans l'autre sens, peut-être générer d'abord cette ressource pour pouvoir la consommer, parce que sinon je vais produire du verre et j'ai pas envie de produire du verre à ce moment-là. Bref, tu comprends l'idée, ça ajoute une complexité qui est très forte et qui est clairement pas, à mon sens, pour tout le monde. Donc, les règles simples. Action, on se déplace, on fait une action. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, donc vraiment il n'y a pas grand chose. La richesse du jeu, elle va être dans la diversité des bâtiments. Tous les bâtiments sont uniques. On a des grands bâtiments qui vont servir notamment en scoring de fin de partie, mais pas que. Il y aura d'autres petits effets. On va avoir des bâtiments de conversion. Ces conversions sont très utiles pour la génération de notre moteur de ressources, encore une fois. Parce que oui, tu vas pouvoir générer une telle ressource parce que tu as réussi à te spécialiser dans un truc. Cette ressource, tu vas pouvoir la convertir pour en faire autre chose, et c'est comme ça que tu vas étendre finalement tes capacités. Voilà. Et ça s'arrête, le jeu s'arrête lorsque donc ton aiguille de provision, enfin en tout cas tes jetons de provision ont atteint un certain seuil. C'est-à-dire que vraiment tu fais tourner ton cadran et t'atteins un certain seuil. Voilà comment ça se passe dans la route... non, Black Forest. Je te la donne, voilà, je te l'ai donné, je t'ai pas fait les règles en entier parce que faut pas déconner non plus. Et quoi qu'il en soit, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée du jeu. Maintenant, il faut faire très attention vraiment à la cible, quoi. Il faut, si vous avez un pote ou si vous êtes vous-même victime d'analysis paralysis, il faut éviter à tout prix. Très clairement, parce que moi qui ne suis pas bloqué par ce genre de choses, je me suis retrouvé un moment face au plateau à me dire je suis coincé, je suis en défaut face au jeu. et c'est des choses qui vont arriver. Donc, si clairement t'en as marre d'attendre ton pote à le regarder comme ça, hop, oublie. Par contre, si tu aimes les choses conceptuelles, si tu aimes la gestion de ressources, la construction de moteurs, si tu aimes les jeux simples en termes de règles, mais très complexes à maîtriser, là, clairement, tu as un beau bébé qui, clairement, devrait te contenter. Pour ma part, c'est un jeu approuvé sur la chaîne Jeux en carton, j'ai trouvé ça très chouette, ce Black Forest. J'ai envie de rejouer encore et encore, avec différentes populations de joueurs, encore une fois, qui ne font pas d'analyse paralysis, mais j'en ai vraiment peu ou pas du tout autour de moi. Donc c'est plutôt très chouette. Donc voilà pour Black Forest. Donc j'enchaîne sur un vieux tronc blanc. Non, je déconne, mais 2021 de Cory Konieczka. Je sais pas si ça se dit comme ça. Konieczka, je crois que c'est. J'aime beaucoup Cory Konieczka. Je sais pas si vous l'appréciez, mais quoi qu'il en soit, j'ai testé un truc que je voulais tester depuis fort longtemps. Ça, l'insondable. Donc chez certains d'entre vous, ça va vous parler, d'autres non. C'est un jeu à rôle caché déjà. Moi j'aime bien ça. Mais c'est souvent mal fait. C'est
faut quand même le dire. C'est rare d'avoir un très bon jeu à rôle caché, je trouve, qui ne soit pas un time bomb, qui ne soit pas un secret Hitler. Donc l'insondable, c'est un jeu sur le thème de Cthulhu, donc c'est FFG qui proposait ça. Et l'idée c'est que, donc c'est sur le thème d'horreur Arkham, voilà. L'idée c'est qu'on va être donc à bord d'un bateau qui est le SS Antarctica, je crois que c'est ça son petit nom, peu importe. L'idée c'est qu'il faut qu'il arrive à bon port. Voilà. En gros on est un certain nombre de passagers, il faut qu'il arrive à bon port. Chaque passager correspond à un joueur. Voilà, donc on va avoir un personnage, bref. Chaque personnage a ses propres capacités, tout ça, on va pas rentrer dans ce détail-là. L'idée c'est qu'au début de la partie, alors pas sur la première partie, mais en tout cas, après, lorsque vous savez jouer, vous allez piocher une carte qui est une carte de rôle. Donc soit vous allez être un humain, voilà, tout va bien, hop, il fait beau, soit vous êtes un hybride, là, bon, ça sent le pâté, ou vous êtes un cultiste. Donc là, vous êtes des... Oh, calmons-nous. Le truc, c'est que si t'es hybride ou cultiste, bah tu fais partie de la team Cthulhu. Voilà, enfin là, c'est Dagon, du coup. Mais voilà, si t'es un humain, tu veux que le bateau arrive à bon port, si tu es de l'autre côté, tu ne veux pas qu'il arrive à bon port. C'est comme ça que ça marche. Et pendant ton tour, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas pouvoir faire deux actions. Très simple, on est vraiment dans de l'améritrage de base. Tu vas te déplacer, c'est une action. Tu vas attaquer, c'est une action. Mais tu vas aussi pouvoir utiliser les actions qui se trouvent sur le bateau, c'est une action. Tu vas pouvoir utiliser les actions de ton propre personnage, les capacités spéciales, les équipements qu'il possède, ce genre de choses-là. Et ensuite, une fois que tu as vu ça, on va piocher une carte mythe. Tu connais ça? C'est pas ce qu'il y a dans tes tiroirs à chaussettes, non? Tiens, carte mythe. Tu la révèles, et tu vas lire donc ce qui se passe dessus. Et, première originalité du jeu, c'est que tu vas avoir un test la plupart du temps. Ce test à réaliser, ce n'est pas un banal test de lancer de dés qui va te permettre de générer des succès. Non. C'est un test qui est coopératif, semi-coopératif, c'est-à-dire que tu vas avoir différents symboles indiqués avec une valeur. Par exemple, le 10, symbole de force, symbole de connaissance. Très bien. En commençant par le joueur qui est juste après toi, chaque joueur va pouvoir mettre un certain nombre de cartes qui correspondent ou non aux symboles qui sont indiqués ici pour pouvoir faire réussir ou rater le test. Chacun fait ça, tac tac tac, on révèle. Toutes les cartes qui correspondent au symbole rajoutent leur valeur donc au succès. Toutes celles qui ne correspondent pas retirent leur valeur au succès. Et généralement quand tu réussis, il se passe pas grand chose. C'est comme ça dans Arkham généralement, hein, c'est pas, tu gagnes pas un truc de ouf. Par contre si tu rates, pas ouf l'affaire. Donc c'est comme ça que ça va se passer, et une fois que tu as fait ça, en gros, on passe au joueur suivant, mais entre-temps, on va activer les différents ennemis, éventuellement tu as des ennemis qui vont arriver, qui vont tenter de détruire le bateau, tu as des ennemis qui vont générer d'autres ennemis, bref, et tu vas progresser aussi sur des pistes, donc tu as deux pistes, une piste de rituel, qui est une sorte de sort qui va se lancer, qui annihile tout ce qui existe à l'extérieur du bateau et dans l'eau, et tu as une autre piste qui est la piste du voyage, donc ça, quand tu arrives jusqu'au bout du voyage, eh bien, le capitaine, il y a un joueur qui va avoir le rôle du capitaine. Alors, il va pouvoir changer ce rôle de capitaine, parce qu'on va pouvoir, en gros, exercer une mutinerie, l'envoyer dans une cale pour changer de rôle. Et tu vas récupérer, donc il va récupérer 2 cartes du voyage, il ne montre pas aux autres, ils vont choisir une des deux pour faire progresser le bateau. Donc de 2 à 4, je crois. Pourquoi ils en choisi une des deux? Bah parce que si le capitaine, c'est un hybride, bah il n'a pas envie que le bateau arrive au bout. Voilà. Et comment est-ce que ça va se passer? Bah soit le bateau arrive au bout, c'est-à-dire qu'on a une valeur de 12 en termes de cartes de voyage, et on a réussi à ramener le marqueur jusqu'au bout. Dans ce cas-là, il est arrivé au bout, tous les humains ont gagné. Par contre, les humains perdent si jamais il y a 6 dégâts placés sur le bateau, donc par les attaques d'ennemis. Si jamais une des roues, donc il y a des roues de provision, il y en a 4, t'as une roue pour le nombre d'âmes, ils appellent ça les passagers en gros, le nombre de carburant, la quantité de carburant, de nourriture, et je sais plus quel est le dernier, c'est pas très grave. Si l'une de ces roues arrive à 0, eh bien c'est cuit, c'est perdu. Et donc ces ressources-là, on va les perdre par le biais de différentes cartes mythes, etc. Il y a plusieurs choses, donc ce système d'action j'aime beaucoup, ce système de test, avec l'utilisation des cartes, ce truc semi-coopératif, j'aime bien. Par contre, il y a des choses que, clairement, il est plus possible de voir dans un jeu de plateau. Alors ok, le jeu il est de 2021, mais quand même. Quand tu attaques un ennemi, par exemple, tu lances un dé. Un D8. Si tu fais au-dessus de 4, tu l'as battu. Fous-moi la paix avec ça. Ok, parfois t'as des petits... des équipements qui permettront de t'aider, mais c'est pas ce qui se passera le plus souvent. Donc, bah, tu vas balancer des dés. Souvent, le jeu va dire, bah, tu balances un dé pour chacun des ennemis que tu affrontes en fonction du sort que tu es en train d'utiliser. Ça, c'est un peu lourdingue. Toutes les cartes que l'on récupère, il y en a beaucoup de similaires. Donc finalement, à la fin, on lit plus les textes parce qu'on sait ce qu'on a eu. Et je trouve ça un peu dommage. Il y a plus vraiment l'excitation de la découverte. Très rapidement, en fait, on a compris ce qu'on avait. Et le jeu est globalement assez mou. Voilà. Il se passe pas énormément de choses autour de la table. Les bêtes là, le monde de Dagon, ils sont super agressifs,
Donc ça, c'est pas grave, moi j'aime beaucoup, hein, j'aime bien avoir l'idée de survivre, etc. Mais ça rend, je trouve, la tâche un peu plus facile pour ceux qui sont hybrides. Voilà. C'est pas un jeu qui m'a convaincu, dans le sens où... déjà, il a convaincu personne autour de la table, qu'on soit bien clair. Moi, il m'a pas convaincu, parce que j'en attendais quand même beaucoup. J'aime beaucoup les jeux de placement d'ouvriers, n'importe quoi. Les jeux à rôle caché. Mais ici, j'ai surtout la sensation que le jeu à rôle caché, il est noyé autour de cette mécanique Ameritrash qui, je trouve, bride beaucoup le jeu. On n'a vraiment pas la sensation... J'ai pas la sensation de jouer beaucoup. En plus de ça, lorsqu'on est éliminé, par exemple, on se retrouve à l'infirmerie. Quand on est à l'infirmerie, on pioche qu'une seule carte. Sauf que comme on utilise des cartes quasiment à chaque tour pour pouvoir jouer sur les tests, on va se retrouver avec pas grand chose. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que ça donne souvent des moments où finalement les joueurs ne jouent pas de cartes parce qu'ils n'ont pas envie de jouer pas de cartes dans les tests, ils n'ont pas envie de ne plus en avoir pendant leur tour. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Bref, j'ai pas été convaincu par l'insondable, donc c'est recalé sur la chaîne Jeux en carton. Je crois comprendre qu'il plaît à pas mal. Moi, ça n'est pas mon cas. Clairement, je pense que j'y rejouerai pas, et ça s'arrêtera. Et enfin, je termine par le hit. Comment on disait ? Les gens disent un truc, un banger. Le banger du moment, le banger. Qui a sorti ça un jour ? Qui a sorti ça un jour ? Je suis désolé, je vous dis, je vais peut-être être contre la mouvance, mais alors ce terme, il me hérisse le poil. Tu sais que je n'aime pas le terme snack aussi. Ça m'énerve. Ça, The Gang. D-A Gang. The Gang. Forcément, t'en as entendu parler. J'y ai joué. Un peu plus tard que tout le monde. On s'en bat la race. The Gang, c'est un jeu, je te la fais course que tu connais, c'est un jeu de poker coopératif, t'as pigé. L'idée, c'est que tu vas devoir miser sur ta propre main. Voilà, tu as des jetons blancs, des jetons jaunes, des jetons oranges, des jetons rouges, qui correspondent aux 4... Alors, les joueurs de poker vont me chier dessus, mais c'est pas grave. Les 4 phases, finalement, d'une manche de poker. Il y a le pré-flop. Donc là, quand tu as tes 2 cartes dans la main, t'as vu, je sais. Il y a le flop, quand tu mets 3 cartes, puis l'afterflop et le surflop. Ça, je sais pas du tout. Et bref, quoi qu'il en soit, au départ, tu vas estimer ta main. Donc, hop, tu récupères ta main, tu dis pas trop mal, tu dis vraiment ouf. Donc, dans ce cas-là, tu prends le jeton le plus fort. C'est vraiment ouf. Donc, si t'es à 4 joueurs, bah, ce sera le jeton 4 étoiles. Si vraiment ta main c'est de la merde, bah, tu vas dire, je vais prendre le 1 étoile. Donc, tu mets devant toi. Sauf que le joueur en face, il se dit, bah, moi aussi, je suis de la merde. Alors, rends-moi ça. Et ouais, et c'est comme ça que tu vas jouer. Alors, tu vas te dire au départ, bah, c'est débile. Eh ben non, c'est pas débile du tout. Parce que c'est par cette mécanique de je te chip des jetons que tu vas indiquer, plus ou moins, la valeur de ta main. Parce que tu vas dire, si tu te bats pour avoir le truc le plus nul, bah celui qui a le truc le plus fort, il sait qu'il est tranquille, tu vois, il dit ok, bon a priori, mes compatriotes, c'est des guignols. Donc voilà, ensuite tu sors les 3 nouvelles cartes et tu recommences, avec les jetons orange. Parce que oui, forcément, la valeur de ta main, entre guillemets, a évolué désormais, puisqu'il y a de nouvelles cartes sur la table que tu vas pouvoir utiliser. Et donc tu fais la même chose là, tu fais la même chose à la manche d'après, et sur la dernière manche, tu utilises les jetons rouges, et c'est que les jetons rouges qui finalement compteront à la fin de la partie. C'est-à-dire que c'est là où tu dois déterminer, où vous devez déterminer en tant qu'équipe, l'ordre précis de ce que vous tentez d'établir voilà, en termes de ce que vous avez dans les mains. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que tout le monde a choisi, celui qui a pris le 1 étoile révèle sa main, puis le 2, puis le 3, puis le 4, puis le 5, puis le 6, suivant le nombre de joueurs que vous êtes. Et dans ce cas-là, vous allez donc devoir poser les mains dans le bon sens. Voilà, en tout cas, avoir les valeurs dans le bon sens. T'as pigé ? Ouais, il est tôt le matin, mon café est froid. Voilà comment ça marche. La richesse du jeu, elle est aussi, et je pense surtout, dans les cartes qui en annexe. Il y a en annexe. Vous avez des cartes effraction et des cartes complices. Vous avez des cartes effraction et des cartes complices. L'idée, c'est que vous allez pouvoir les intégrer dans le jeu, donc il y a plusieurs modes de difficulté. Très clairement, moi j'ai commencé direct en avancé, parce que le mode normal, sans ces cartes-là, je trouve que c'est un peu pauvre, c'est un peu dommage, ça permet de découvrir, mais avec ces cartes-là, c'est quand même plus intéressant. Lorsqu'on réussit, par exemple, un braquage, donc le but, je l'ai pas dit, mais il faut réussir 3 braquages. C'est ça la thématique, c'est 3 braquages, donc c'est-à-dire réussir 3 manches, hein. Très clairement, c'est juste une thématique, mais ça épouse bien le jeu, je trouve. Quand on réussit un braquage, donc on réussit une manche, on va révéler une carte effraction qui est une pénalité. Laisse-moi te dire. Par exemple, grille d'aération. Ça, dès que juste après avoir distribué les cartes,
tu retournes sur leur face noire, donc tu as des faces couleurs, des faces noires, les jetons, certains jetons, et l'idée c'est que si un joueur prend ses jetons, plus personne peut lui prendre. Donc ça clôt le débat en gros. T'as d'autres cartes, fuite précipitée, ne préparez pas, ne vous répartissez pas les jetons orange au 3e tour. Voilà, il n'y a plus de jetons orange, terminé. Bref, et donc ça va rajouter de la difficulté. Et de l'autre côté, t'as des complices qui eux te permettront de réaliser des actions, et ces actions que tu vas réaliser, en gros, vont aider la déduction, ou vont aider. Voilà comment ça se passe. Bon, ça, c'est vraiment fun. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très cool, c'est un truc que tu vas sortir, voilà, moi, pause du midi, ça marche très bien, mais il faut être quand même suffisamment nombreux. J'ai testé à 3 joueurs, bon, j'avoue qu'à 3 joueurs, je suis pas... j'ai trouvé ça un peu trop facile, pour le coup. C'est vraiment à partir de 4 joueurs que j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc il faut être quand même assez nombreux à mon sens. Donc à partir de 4 joueurs, moi je le conseillerais surtout. Et avec donc ce mode de difficulté, avec les différentes cartes qu'il faut utiliser. C'est très fun, c'est très addictif. C'est un jeu qui est approuvé sur la chaîne Jeux en carton parce que c'est vraiment un truc que je vais sortir uniquement lorsque on sera suffisamment nombreux. C'est pas un truc que j'ai pas une envie viscérale de sortir. J'ai pas une envie viscérale de jouer à The Gang. C'est juste que si j'ai quelques potes autour de la table un peu sympathiques, un peu sympatoches, un peu rigolo, on va sortir ça, alors je sais qu'on va se marrer. Voilà, et c'est tout à fait ce à quoi il sert. Mais c'est pas un truc sur lequel je vais jouer pendant 3 heures. Voilà. Et voilà les amis, j'ai terminé, j'en ai terminé. J'avais dit que... Et en fait, voilà. Mais on se retrouvera. Jeudi, peut-être lundi. Je sais pas en fait. J'en suis rendu là quand même.